encore après les commentaires qu'on a pu lire ces derniers jours. Mais c'est vrai que vous savez très bien que le développement se fait souvent au bord des autoroutes, d'une manière ou d'une autre, et que l'autoroute est absolument essentielle pour le développement d'un territoire. Alors non pas que nous soyons des partisans de toute autoroute, et là je le dis en présentant donc également mes deux collègues, on va essayer de faire un truc un peu à trois voies, avec donc le maire de la commune, Rémi Dick, et puis également le maire de Thionville, par ailleurs président de la communauté d'agglomération de Thionville et président du Sillon Lorrain. Nous serons également présents évidemment à cette réunion ce soir, qui est une réunion non pas conclusive, mais c'est la dernière des réunions de concertation avec la population. Mais il nous paraissait important de faire une communication en amont parce que nous lisons ici et là des choses qui nous surprennent et qui ne correspondent pas au discours que nous tenons depuis des mois, voire depuis des années. Et donc on veut ici réaffirmer un certain nombre de principes de base desquels on ne veut pas effectivement s'éloigner. Tout d'abord, on était plutôt dans une année où les choses semblaient pouvoir s'accélérer. Je cite deux, trois exemples. Lors des vœux du préfet, le préfet n'a à aucun moment considéré que la 31 bis n'était plus une priorité. Bien au contraire, il en a fait une priorité dans ses interviews, mais également dans ses prises de parole. Et on voit cette semaine fleurir quelques doutes, y compris sur le principe même de la 31 bis. Je me souviens, étant parlementaire à l'époque, qu'il a été extrêmement difficile d'obtenir cette décision en 2016. C'était la commission Duron, tout simplement parce que partout en France, il y a des projets. Partout en France, il y a des projets, plus ou moins justifiés. Mais comme ce sont les préfets de région qui pilotent tout cela, il faut quand même qu'à un moment, il y ait des choix qui soient faits, et ces choix sont faits au plus haut niveau. Alors, nous n'excluons pas une rencontre nationale. Médic avait déjà pris des contacts, mais ils ont annulé, et c'est peut-être pas plus mal parce que nous avons depuis beaucoup progressé, notamment en termes de consensus. Alors je le dis, mais ils le confirmeront eux-mêmes par rapport à mes deux collègues, mais aussi par rapport aux 6 collègues du Nord-Mosellande, puisque vous le savez, nous nous réunissons, c'était il y a 15 jours, à Medservice régulièrement pour traiter des sujets qui sont communs. Et tout cela, alors je rappelle de qui il s'agit, ont validé la motion qu'on vous distribuera tout à l'heure et qu'on lira peut-être ce soir. Et quand je dis tout cela, ils sont représentatifs de l'ensemble du Nord-Mosellande. Alors, on n'a pas encore évoqué au PMF parce que le PMF se met en place, et je pense qu'on irait vraisemblablement vers la même position, puisque ceux-là sont aussi au PMF. Alors, indépendamment de... Pôle métropolitain. Voilà, c'est bien précisé, c'est tout nouveau. Donc Pierre Cuny, bien entendu, Michel Paquet pour la communauté de communes de Cattenom, Laurence Leichen pour le Boson-Villois et les Trois Frontières, André Partenet pour la CCP-HVA, donc c'est le PO Val d'Alzette, et puis Pierre Hein, qui peut-être nous rejoindra d'ailleurs parce qu'il a plusieurs rendez-vous, et on l'a prévenu un peu tard, pour l'Arc de Moselle. Voilà, donc la position que nous exprimons aujourd'hui a été aussi discutée et approuvée lors de cette réunion de Medservice. C'est vrai ça peut paraître, peut-être pour certains, incongru qu'on exige un vrai tunnel sous Florange. Alors pourquoi incongru? Parce que, voilà, on peut dire c'est cher, c'est compliqué. En réalité, ce que je regrette le plus, c'est qu'on ne nous a rien dit pour l'instant. Moi, depuis des mois, voire des années, je demande à ce qu'une étude soit réalisée et un miracle s'est produit lors de la dernière réunion du comité de pilotage à laquelle nous étions présents, puisque le garant de ces réunions a expressément indiqué dans ses commentaires, en conclusion de fin de réunion, après que le préfet de région ait parlé, qu'il fallait examiner la proposition que j'avais faite. Une règle que nous réaffirmons aujourd'hui. Alors je dis parce que le Midi ne participe pas à ces réunions. Enfin, c'est assez compliqué. On a des réunions en sous-préfecture, on a des réunions en préfecture, ça s'appelle comité de pilotage. Et je pense que c'est une avancée réelle que de l'avoir évoquée. Ce qui est aussi une avancée, c'est que nous entendons par ailleurs une petite musique du côté de l'État qui semble dire oui,
enfin eux ne peuvent pas l'exprimer peut-être aussi clairement, obligation de réserve, etc. Mais on a le sentiment quand même, dans certains échanges, que c'est pas complètement aussi incongru que ça. Et qu'il faudrait peut-être que nous soyons un peu plus affirmatifs, un peu plus volontaristes, bien rassemblés, dans un bon pack. Je ne parle pas trop du rugby parce qu'en ce moment, c'est quelques difficultés, mais bon, on a gagné samedi. Je voudrais aussi rappeler, alors c'est un petit clin d'œil, mais je ne sais pas si c'est l'essentiel, peut-être pas. Néanmoins, nous sommes dans une région où il y a 40 000 km de galeries de mines qui sont aujourd'hui en noyés. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a, y compris d'ailleurs des journalistes dans la salle, qui se souviennent du combat contre l'ennoyage, qui se souviennent de l'après-mine. Là, on a quelques kilomètres à faire, 3, 4, enfin, c'est pas moi de déterminer. On en a creusé 40 000 km au fil du temps. Et quelquefois encore plus profond que ce qu'on veut forcément faire là. Je ne parle même pas des mines de charbon. Alors évidemment, il y a un équilibre économique à un moment donné, puisque c'est une entreprise qui a de l'argent qu'on perd, mais ceci étant dit, dans cette opération, moi je peux vous dire qu'ils nous ont quand même plutôt laissé les galeries et ils nous ont laissé les suites de l'après-mine. Qui a payé à un moment donné la reconstruction d'une maison, à un moment donné de combler à Fonty? C'était effectivement les pouvoirs publics. On va commencer par l'État. Alors c'est un petit clin d'œil, mais simplement pour vous dire que on ne peut pas nous opposer des arguments techniques et on ne peut pas non plus nous opposer des arguments financiers. En tout cas, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Et nous demandons à ce que cette hypothèse soit clairement, effectivement, examinée. Alors, pourquoi nous sommes aussi insistants? On vit, nous, ici, je remercie vraiment Pierre Cuny de nous rejoindre parce qu'on est sur le territoire de Florence. On vit ici dans une vallée où l'économie est omniprésente. On est dans une pépinière d'entreprises. Beaucoup de ces entreprises vont sortir un jour, vont créer une activité ici ou d'ailleurs dans une communauté voisine. Et donc, il y a de la vie. Mais il y a aussi de la vie aujourd'hui. Bonjour Pierre, président de l'Afrique-Zélande. Et de Nord-Moselle Plus. Et de Nord-Moselle Plus aujourd'hui. Voilà, il préside les signes interco de Nord-Moselle Plus aujourd'hui. Voilà. Donc merci de ta présence. J'ai déjà parlé de l'engagement des 6 interco de Nord-Moselle Plus. Nous vivons dans des communes aujourd'hui qui sont au bord de la congestion en permanence. Hein, je ne veux pas rappeler les chiffres assez inquiétants quand même de pollution à partir des analyses qui sont faites, je crois, à Bétange. Hein. Mais c'est vrai que moi qui suis cycliste, à n'importe quelle heure, pratiquement à partir de 3 heures de l'après-midi, je double toutes les voitures. Et jusqu'à Famec. Non mais c'est effrayant quoi, parce qu'ils sont tous à l'arrêt. Ils progressent petit à petit. Et je me dis qu'il y arrivera un jour où on pourra quasiment plus avancer dans nos communes. Et en particulier, je pense à Florange, à Hayange, c'est même Thionville. Hein, bon. Voilà, donc on est quand même confronté à quelque chose d'énorme. Et il faut des réponses tout aussi énormes. Il faut qu'il y ait effectivement une réponse qui soit à la hauteur de l'attente de nos populations et de nos concitoyens qui travaillent au Luxembourg, qui ramènent du pouvoir d'achat. Et c'est le point le plus important sur lequel nous voulons insister en introduction, sachant que les chiffres annoncent 150 000 frontaliers. Il n'y a aucune raison de penser que ces chiffres sont faux aujourd'hui. Luxembourg est un pays à part entière de l'Union européenne, donc il ne peut pas se passer des trucs extraordinaires. Il y a des règles qui sont établies. Et on ne peut pas non plus nous dire qu'on n'a pas essayé d'inventer autre chose, puisqu'il y a plein d'autres actions qui ont été menées. Voilà, pour ne pas être le seul, effectivement, je vais peut-être juste passer maintenant la parole directement alors je peut-être Rémi qui est le casque, et puis Pierre qui nous accueille ce soir à Thionville, réunion un peu plus large, au cours de laquelle, bien sûr, nous allons réaffirmer tout ça. Je dirais juste un tout petit dernier point.
En groupe de pilotage en préfecture, on nous a présenté il y a déjà quelques mois trois hypothèses différentes de financement. Pour le centre et le sud, il y avait un financement du fonds stratégique pour les investissements routiers. Et pour le nord, c'était une concession. Je pense qu'il ne faut rien se refuser sur le nord, y compris des participations publiques. Même si on peut imaginer aussi la concession, mais elle n'est pas exclusive de participation publique. Et nous en étions étonnés lors de cette réunion, même si on n'en a pas annoncé dans la réunion, si tu te souviens, on l'a appris, c'est même toi qui le montrais, et ensuite j'ai été vérifié sur Internet si l'information était juste. Et je trouve que, comme c'était une priorité absolue en 2016, il faut que ça le reste aujourd'hui. Voilà. Je passe la parole à Rémi. Je tiens à commencer déjà par remercier effectivement Michel Lidbott et Pierre Cuny de leur présence à Florange aujourd'hui ici à la pépinière Synergie et bien sûr toutes et tous d'être venus. On a un sujet de la 31 bis qui est un point de fixation majeur sur le territoire. C'est un débat qui est j'ose presque dire pour Florange un débat éternel, hein, la question d'une future congestion probable, la question de la VR52, puis de la 32, puis de la 31 bis. C'est un débat qui est important et qui mobilise les Florangeois depuis un certain nombre d'années. Et cette conférence de presse commune était une réflexion depuis un petit moment. Et je tiens à dire quand même en préambule, pour rebondir sur ce que disait Michel, que ce qui a fait pencher la balance pour accélérer cette conférence de presse, c'est effectivement les informations de la presse locale et régionale concernant à la fois les doutes qui étaient évoqués, les doutes de financement de la 31 bis qui étaient formulés. Et là, je dirais, en tant que maire et en responsabilité, nous nous sommes toujours opposés, et c'est aussi l'objet de cette conférence de presse, c'est de bien dire tous notre opposition au tracé F4 tel que prévu par l'État. Et donc on s'est toujours opposé au tracé, mais nous ne sommes pas opposés à la 31 bis. Il faut l'asséner. La 31 bis doit se faire, ou en tout cas la problématique transfrontalière doit se faire, et je crois que c'est le message qu'on doit tous les trois, tous les quatre aujourd'hui asséner. L'autre chose qu'il y a dans l'actualité qui a été une tache d'huile, on va dire, dans le débat, ça a été cette question des entreprises. Et là, moi je m'insurge, je le dis en tant que maire, et Michel en tant que président de l'AGLO est concerné autant que nous, des entreprises et des emplois menacés par la 31 bis, des emplois français qui seraient sacrifiés pour faire passer l'autoroute qui amène vers le Luxembourg. Là, il y a quelque chose contre lequel je ne peux que m'insurger. Il y a un véritable non-sens, et c'est pourquoi aujourd'hui on a souhaité faire cette conférence de presse, et je réinsisterai peut-être tout à l'heure. Et le lieu de Synergie est à ce sujet une vraie symbolique, je crois, à Florange. Et comme tu le disais, on est sur un territoire où l'économie est omniprésente. Florange, outre la question de la sidérurgie, c'est quand même 4400 emplois industriels sur le territoire de la ville de Florange. Donc on est une ville industrielle, mais il est inimaginable d'envisager de sacrifier les entreprises quand on voit la résilience, par exemple sur la question d'ArcelorMittal, de la nouvelle tour de galvanisation, quand on voit que les Florangeois ont accepté à 80 mètres des habitations une tour de 60 mètres de haut à proximité, qu'on se rend compte qu'il y a eu, qu'on a dû calmer un peu la population pour accepter 20 emplois fixes sur le territoire de Florange, et que là, on sacrifierait des centaines d'emplois, possiblement, par un choix autoritaire de l'État qui est contesté par tout le monde. Donc, voilà pour le préambule et pour le propos liminaire. Après, pour revenir sur la question du souterrain, puisque aujourd'hui, au stade de la concertation publique en cours, 4 tracés ont été proposés par le comité de pilotage, F3, F3 bis, F4 et F10, et les tracés F3 et F3 bis, on le sait tous, ont été jugés irréalisables, en tout cas non souhaitables par les services de l'État. Il reste donc 2 tracés, un tracé florangeois qui est nommé F4 et qui à la fois répond aux objectifs, mais qui couperait la ville de Florange en deux, et c'est pourquoi aujourd'hui on est réunis pour s'opposer
au tracé F4 tel qu'il est proposé par les services de l'État, et le tracé F10 qui imposerait de traverser la Moselle pour relier Lange et Termine. Conscient de l'urgence à agir et à apporter une réponse à cette situation après les échecs, et quand on parle de la situation, on parle également de la situation transfrontalière, de la congestion possible et en principe de réalité la nécessaire réponse, les élus des territoires qui sont présents, nous souhaitons exiger, comme Pierre, tu l'as fait lors de tes vœux, comme Michel, tu l'as fait également lors de tes vœux, devant le préfet de département et devant le sous-préfet de Thionville, nous exigeons un passage par Florange sans nuisance, à savoir en tunnel souterrain, et je le précise, et c'est important, et non pas en viaduc puis tranchée couverte, puisqu'il y a une question technique sur laquelle les services de l'État jouent depuis un petit moment. Non en viaduc et tranchée couverte comme prévu dans le tracé F4, mais bien un tunnel souterrain sous la zone urbanisée, reliant directement et intégralement l'A30 depuis l'échangeur numéro 2 à l'A31 au niveau de l'échangeur 42. Alors, comme le disait Michel, on peut difficilement se faire avoir par des arguments faciles en termes de faisabilité ou en termes de coûts financiers. Parce qu'il suffit de regarder ailleurs ce qui s'est effectué. Michel le disait, on a déjà un passif sur le territoire avec les mines, donc on s'est creusé malgré les nappes phréatiques et malgré la nature des sols. Mais les ingénieurs français savent réaliser de telles infrastructures à Versailles, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulon, à Angers, à Mulhouse, on pourrait dire à Luxembourgville, il y en a également. Pourquoi ne le pourrait-il pas ici? De la même manière, le surcoût du financement ne saurait être un obstacle compte tenu de la recette fiscale encaissée par l'État français grâce aux travailleurs frontaliers, notamment en matière de TVA. Le retour de TVA grâce aux travailleurs frontaliers est assez important et on ne saurait entendre que cette surabondance de fiscalité grâce aux travailleurs frontaliers ne pourrait pas être mobilisée à cet égard pour faciliter le transit frontalier. Le projet étant par ailleurs prévu en concession. Et donc l'argument financier, là encore, tombe. Comparativement à cette exigence, à la fois sur le coût et sur la faisabilité, comparativement à cette exigence, le tracé F10, sans être écarté, ne saurait être envisagé que comme une alternative imparfaite et contraignante. En parallèle à cette première exigence, nous exigeons également, concomitamment, et nous nous faisons le porte-parole de tous les élus concernés par ces problématiques, la levée de toutes les contraintes d'urbanisme rattachées aux 4 tracés présentés dans le cadre de la concertation publique. Et en tant que maire de Florange, je peux le dire, les contraintes d'urbanisme liées au sursis à statuer, mais liées également à l'emprise foncière de la VR52, sont lourdes, sont extrêmement lourdes dans le fonctionnement quotidien de la collectivité. Est-ce que Pierre, tu veux peut-être... Michel, je veux dire que cette conférence de presse, ensemble, augure d'un amour prometteur, notamment au niveau de nos 2 comités d'agglomération, puisque je crois que c'est peut-être une des premières fois qu'une prise de parole unique est faite au niveau des deux comités d'agglomération, ensemble avec le maire de Florange. Permettez-moi d'intervenir dans un premier temps en tant que président du Sire-Lorrain pour repositionner l'A31 dans son importance vitale pour la France, pas pour le territoire, pour la France. Je rappelle que cet A31, c'est l'Eurocorridor le plus fréquenté, quasiment axe nord-sud en Europe. Hein, c'est 120 000 voitures dans un sens, 120 000 voitures dans l'autre. Et donc nous sommes encore en 2019 à se demander encore s'il faut mettre une voie ou 2 voies supplémentaires. Alors que dans d'autres endroits de France, qui n'ont pas ces axes de circulation de développement économique, c'est fait depuis bien longtemps. Ça me rappelle un peu le développement du TGV qui avait été fait un peu à l'emporte-pièce. Ça, c'est lié, je dois dire, à la position des Lorrains
pendant des années et des années, sur cette fracture qui existait entre la Lorraine Nord et la Lorraine Sud, à travailler non pas l'un avec l'autre, mais l'un contre l'autre. Ce qui a amené quand même un certain nombre de déboires. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans cet axe nord-sud? Et je parle du ferroviaire. Aujourd'hui, si vous voulez aller à Lyon, vous passez par Strasbourg, de Thionville. Si vous êtes à Nancy, vous voulez aller à Lyon, vous passez par Paris. Tout ça parce que les TGV, désormais, ils vont être par Strasbourg, dans le cadre de la liaison Thionville, Strasbourg, Lyon. Et donc, c'est-à-dire que la Lorraine est en train de perdre ses atouts extraordinaires de grandes voies de circulation. Je rappelle, j'ai toujours l'habitude de dire que les grandes cités se développent toujours là où les axes de circulation sont présentes, et c'est pour ça que la Via Germania reliait Trèves à Lyon, tout simplement, et que Metz a connu son apogée sous les Romains, sous le nom de Pivot de Rome. Et donc, si demain, cet énorme axe de circulation se déplace vers l'est, Strasbourg, ou vers l'ouest, Vatry, la Lorraine, progressivement, va s'assécher. Progressivement. Et donc, ce problème d'A31, et je vais revenir après en tant que président de l'agglomération thionvilloise, mais est vital pour la Lorraine. Elle est vitale sur le plan ferroviaire. Quand on se bat, vous le voyez très bien aujourd'hui, sur toutes les fermetures de lignes de TGV, mais elle est vitale. Aujourd'hui, entre Nancy et Dijon, c'est 4 heures de train. Et donc, si demain, nous n'avons pas, ou nous avons un axe nord-sud qui reste à 2 fois 2 voies sur sa plus grande partie, bien naturellement la congestion amenant, donc eh ben, les gens se déplacent. Parce que cet axe, il a en plus une coexistence triple. C'est un axe international, c'est un axe régional et un axe local. Et ça, c'est unique aussi. C'est un peu du périphérique parisien dans lequel on retrouve de la 6. C'est de tout. Et tout est là. Et on en est encore aujourd'hui à discuter de 2 fois 2 voies, 2 fois 3 voies, 2 fois 4 voies. Et donc je pense que là, il est temps, ensemble, de parler d'une seule voie. Le deuxième élément, c'est sur cette confusion dans le débat, et j'appelle vraiment de la clarté. On mélange, on oppose sans arrêt la 31 et la mobilité. Certains nous disent, vous parlez de la 31, il n'y a que de la 31. Mais non, la 31, c'est absolument indispensable, mais ce n'est pas suffisant. On sait très bien qu'en termes de mobilité, on a parfaitement bien circonscrit des éléments qui peuvent être développés très rapidement. Et je le dis bien, j'en voyais il y a quelques jours encore François Bouge sur ce sujet, c'est le covoiturage. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est 1,1 personne par voiture. Si on passe à 1,5, on baisse de 30% le nombre de voitures. 30%. C'est le télétravail, et ça là-dessus, vous savez que je suis un défenseur majeur. C'est quelque chose dont on ne parlait pas il y a 3 ans, maintenant tout le monde en parle. Aujourd'hui, ça peut concerner 10 000 personnes. C'est là les lignes transfrontalières, bien entendu, et c'est demain, et ça c'est beaucoup plus tard, parce qu'on nous oppose aussi le supraway. Non, notre territoire doit travailler sur le futur. Mais dans l'immédiat, c'est bien sûr le ferroviaire immédiat, puisque je rappelle que le cadencement des trains, entre maintenant et 2025, nous allons passer 12 000 voyageurs transportés à 25 000. Ça ne sera pas suffisant, mais c'est absolument nécessaire et indispensable. Et donc c'est A31, il faut absolument la faire dans sa conception. Alors, maintenant concernant nos territoires, tous les territoires du Nord-Zélande, bien entendu, c'est 150 000 frontaliers à horizon 2030. On sait très bien que les 60 000 personnes supplémentaires ne seront jamais absorbées. Et donc cet A31, il doit absolument comporter, c'est pas une troisième voie, je dis toujours, c'est une troisième voie plus une. C'est une quatrième voie, la voie d'urgence, qui doit être utilisée. Donc le matin à certaines périodes, 7h, 9h, et le soir à certaines périodes, 16, 19h, pour le covoiturage, pour la voiture électrique, pour les lignes transfrontalières, pour qu'on puisse fluidifier absolument le trafic sur cette autoroute. Et donc, c'est indispensable d'avoir cette voie supplémentaire. Lorsque j'entends des doutes, Michel, tu le disais, c'est pour ça qu'on réagit en disant oh, non, ça ne sera pas. Lorsqu'on sait qu'un certain nombre d'organismes qui travaillent à nos côtés émettent dans une communication qui pourrait faire, mais on ne sait pas trop s'ils vont la faire, je ne vais pas plus loin. Mais on dit non, la 31 c'est trop tard, c'est maintenant la 31, la troisième voie, la bis, la 31 bis, c'est trop tard, c'est quelque chose de dépassé. Mais non, c'est pas dépassé. Bien sûr, je suis le premier à avoir dit c'est une solution du XXe siècle qu'on met au XXIe. Et c'est indispensable, parce que cette solution du XXe siècle aurait dû être faite dans les années 60-70. Et qu'aujourd'hui, effectivement, cette troisième plus une, il faut absolument la faire, mais ça ne sera pas suffisant. Et il faut la faire, et ce qui change aussi, et ce qui a beaucoup changé, c'est dans des conditions environnementales satisfaisantes. Lorsque cette autoroute A31 a été faite, il fallait absolument qu'elle passe par Metz, il fallait absolument qu'elle passe par Thionville.
fait qu'elle passe par Reims, rappelez-vous, ce Hocher, parce qu'il fallait que ça passe dans les villes. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, ça. Je vois le médecin qui est en face de moi, on ne peut plus dire devant les populations, on va vous faire passer à une autoroute en plein milieu de votre champ. C'est fini, ça. C'est terminé. Et ce sera toute la difficulté, d'ailleurs, qu'auront les futures infrastructures routières à se développer, parce qu'il va falloir prendre conscience de l'impact environnemental qu'il y aura. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on est effectivement dans un territoire, Michel, qui revit. Vous disiez 4 000 emplois à Florence, c'est 22 000 emplois dans le Val de Fench, donc qui sont là, industriels. J'étais avec on était il y a quelques jours avec les gens d'Arcelor pour travailler sur une table ronde. C'est un territoire qui revit, c'est un territoire qui a son avenir devant lui, c'est un territoire qui va revivre dans sa nouvelle configuration, certainement géographique et périmétrique, dans quelques années, et cette autoroute est absolument indispensable. Et nous l'avons évoqué tous, sur Florange, puisque moi j'avais rendu possible le F10, mais en disant, et je l'ai toujours dit dans tous mes propos, parce que j'étais vraiment déterminé à faire avancer ce dossier, et je savais très bien que le F10 avait plusieurs désavantages. Le premier, c'est que ce n'était pas un tracé qui permettait de délester la 31, puisque qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui, à l'entrée d'Ilange, les gens de continuer sur l'autoroute A31 qui serait non payant, et de prendre la rocade F10 qui serait payant. Je ne sais pas voilà, c'est très bien que l'efficacité n'est pas très bonne. Deuxième élément, on ne dessert plus le Val de Fench. Et j'ai une vision, et nous avons une vision, Michel et moi, de territoire ensemble. Et donc, si c'est pour demain désertifier, assécher un territoire au profit de l'autre, ça n'a aucun sens. Nos territoires doivent marcher main dans la main à tous les niveaux, que ce soit sur le développement urbanistique, touristique, industriel, sanitaire. On doit marcher main dans la main. Donc, ce F10 avait cet inconvénient. Puis, troisièmement, je pense que le tracé F10, financièrement, a un coût au moins égal, parce que je rappelle que ça sera un viaduc qui c'est plus du kilomètre, donc qui engendrerait quasiment toutes les zones, donc qui passerait au-dessus de la Moselle, au-dessus des voies ferrées, enfin c'est quelque chose monstrueux, et à mon avis, au moins égal, si c'était plus, qu'un tunnel, quelque chose de propre. Nous l'avions réévoqué, puisque moi j'ai mon fils qui est à Marseille, et on avait réévoqué ensemble, quand j'entrais de Marseille, j'ai dit, ils viennent de faire un tunnel, Canebière, le Prado. Je ne sais pas ceux qui connaissent Marseille, je veux dire, ça me paraît un peu plus coûteux, et le préfet avait eu... on a d'excellents rapports avec le préfet de sous-préfecture, il a dit oui, mais à Marseille, il y a beaucoup de monde. Et je lui ai répondu oui, mais ici, il y a du transit quand même international. C'est pas du transit international à Marseille. Là, c'est du transit international. Et donc voilà ce que je voulais dire. Je ne serai pas plus long, et dire vraiment, je vous soutiens, et je pense que ce qui est important, c'est de donner cette unité, cette solidité entre nous, les élus, pour dire voilà, nous voulons ça. Parce que si nous le voulons, nous l'aurons. Si on ne le veut pas, si on trouve toutes les solutions pour ne pas le faire, eh ben on ne le fera pas. Et donc je pense que maintenant, on ne pourra pas reprocher aux élus de ne pas s'être mobilisés pour faire ça. Si je peux peut-être rajouter et rebondir immédiatement sur ce que dit Pierre, je crois que le message qu'on veut tous les quatre aujourd'hui dire, c'est que notre territoire n'est pas un sous-territoire de la France. Il faut bien l'entendre, il faut bien le comprendre. Le choix d'un souterrain répond premièrement à tous les objectifs fixés par l'État dans le cadre de la 31 bis pour le secteur nord, à savoir diminuer le trafic sur la 31 à hauteur de Thionville, assurer une liaison performante entre les vallées de l'Orne, de la Fench et du Thionvillois, et éviter au maximum les impacts sur les habitants et leur environnement. Il répond aux besoins légitimes des populations de préserver leur cadre de vie et leur environnement. Il répond aux soucis que nous pouvons avoir, collectivités locales, de maîtriser notre développement. Il apporte pour le volet routier une réponse à la hauteur de l'enjeu transfrontalier, tu le disais, et en considération pratico-pratique qui ont une incidence sur le coût final, il évite des contraintes archéologiques qui coûteraient très cher à l'État puisque nous sommes sur la voie romaine dans le tracé. Il évite les conflits et recours avec les villes concernées. Et moi j'insisterai, il évite quand même les emplois menacés. Et je le répète, il évite d'avoir cette absurdité que j'évoquais tout à l'heure. Et j'ose le dire, des fois quand on regarde les projets de l'État, on se dit qu'alors que le gouvernement luxembourgeois encourage fortement la création de nouveaux emplois industriels, on serait tenté de croire que l'administration française fait tout pour en détruire, bien souvent.
Et donc, on évite les centaines d'emplois qui seraient menacés. Donc, je peux peut-être finir Non, sur... je crois que ce que vient de dire Yvick est important, puisque l'emploi à Luxembourg est essentiel pour notre région, bien entendu. Mais c'est vrai que la réaction est aussi venue, et je remercie les journalistes luxembourgeois qui sont dans la salle, est aussi venue du Luxembourg. Oui. On ne peut pas ne pas être à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu pour le Luxembourg, l'enjeu pour la France, et je crois que tu l'as dit tout à l'heure en faisant un peu d'histoire, l'enjeu pour l'Europe même. Absolument. Hein, que ce soit du nord vers le sud, ou que ce soit de l'ouest vers l'est, parce qu'en réalité, nous sommes à un croisement. Alors c'est vrai qu'on a longtemps vécu en autarcie, parce que tout était concentré autour des mines et de la sidérurgie, mais je l'ai dit à de multiples reprises dans plusieurs réunions, il faut maintenant, et c'est aussi l'objet d'ailleurs du pôle métropolitain frontalier, c'est pas le sujet de ce jour, mais je le signale parce que tout ça converge, il faut que nous arrêtions de ne parler que de réparation, que d'après-mine, que d'après-sidérurgie, au point que, effectivement, j'ai déjà dit, lorsque j'étais parlementaire, on me demandait si j'étais encore vivant, après ce qui se passait à Florence, puisque, vu de Paris, la majorité des gens pensent qu'il n'y a plus un seul emploi de sidérurgie dans notre région, tel que c'est présenté, tel que ça a été présenté. Et c'est vrai que ça peut donner l'illusion aussi à un certain nombre de nos décideurs qu'après tout, on n'est pas, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le terme qu'on a utilisé dans le communiqué, ça peut donner l'illusion, peut-être pas qu'on est un sous-territoire, mais qu'après tout, notre problème est assez secondaire, qu'on a bien vécu jusqu'à présent et que ça peut continuer comme ça. Voilà. Nous disons non, et en disant non, nous disons oui, effectivement, à un tunnel pour la 31 bis. Et d'autant plus oui que on a le sentiment que c'est quelque chose qu'on présente depuis longtemps. Alors, je ne peux pas vous dire s'ils l'ont étudié ou pas, parce qu'il y a toujours une part de mystère du côté de l'État, mais quelque part, mon petit doigt me dit qu'ils sont quand même en train de regarder. Surtout qu'il y aura une temporalité, Michel. C'est très bien que l'urgence aujourd'hui, c'est sur les Luxembourg, troisième voie, 3 plus sud. Parce que je pense qu'il faut toujours mettre 3 plus sud, c'est pas une troisième voie, c'est 3 plus sud. Et que ce que nous remettons sur la table, puisque l'État, c'est dans l'ensemble, hein, c'est tout le Dieuloir, contournement est de Metz, et puis contournement ouest de Thionville. Bon, et donc il faut effectivement avoir une solution d'ensemble. Mais on sait très bien qu'en termes de temporalité, l'urgence aujourd'hui, 2023-2026, c'est la troisième voie entre Thionville et Luxembourg, soyons clairs. Et donc si nous remettons et qu'on insiste de façon tout à fait formelle en ce qui concerne le tunnel, ils auront le temps, je veux dire, puisque soit c'est une tranchée, soit c'est un tunnel. Je pense que pour répondre aux inquiétudes des uns et des autres, nous n'accepterons le passage par Florange que s'il est acté que ça soit un tunnel. Et non pas qu'on nous dise ça peut être par Florange, et là je réponds aux inquiétudes bien sûr de Manzin, vous avez tout à fait raison, dire on va faire par Florange, on va vous endormir, puis on verra bien, puis in fine ça sera la trêve. Non, il faut que ça soit acté. Et je pense qu'effectivement, techniquement, on ne voit pas ce qui empêche de faire un tunnel de 1,5 km ou 2 km. Pierre a cité Marseille, on s'en est un peu amusé, parce que moi je cité Toulon, puisque c'est le vélo. Faron. Il y avait une arrivée hier d'ailleurs. Hein. Ouais, absolument. Premier Pinot, deuxième Tardé. Ouais. Donc, enfin, il n'y avait que des Français. On partage le vélo. Ouais, mais je reviens à une chose peut-être un peu plus sérieuse. Il y a aussi une réflexion qui nous a fortement déplu, parce que c'est une petite musique qui est entendue ici et là en ce moment, c'est que la concertation finalement ne mobilise pas les foules. Ben, si elle ne mobilise pas les foules, c'est que tout simplement on n'a pas de proposition à la hauteur et que les gens n'ont pas compris exactement ce qu'on pouvait leur proposer. On leur propose des trucs hyper compliqués. Nous-mêmes d'ailleurs on y a un peu contribué parce qu'on s'est dit on va peut-être proposer le F3 bis à un moment donné, et puis bon, il y avait des problèmes de niveau de tension, etc. Enfin, on va proposer le F10. Bon, le F3 c'était avant, mais on se rend compte quand même qu'on s'éloigne de ce qui pourrait être la solution idéale. Et donc, cette conférence de presse, c'est aussi pour nous une manière de dire, si l'État est à la hauteur de ce que nos populations attendent, ces populations, leurs élus, au-delà même des communes les plus importantes, les présidents de l'Interco, aussi les acteurs économiques qui pour l'instant ne se sont pas fait beaucoup entendre, même si je salue effectivement l'intervention de M. Pedrini, mais sur un mode effectivement
différent et sans les informations dont on dispose. Hein, on en a parlé, je ne vois pas. Oui, voilà. On en a parlé au téléphone parce qu'on se rend bien compte que quand même un sujet de roulement complexe. Hein. On en a fait des comités de pilotage depuis des années et des années. Et c'est vrai que quelquefois on entend des voix dissonantes, y compris au niveau de l'État. Et on peut comprendre aussi qu'un certain nombre de nos concitoyens, de nos élus, de nos associations, ne se mobilisent pas parce qu'ils ne comprennent pas vraiment quel est l'enjeu. Et plus grave, ils pensent que ça ne se fera pas. Certains pensent que ça ne se fera pas. Avec la temporalité en plus que Pierre Puny vient de rappeler. Mais c'est normal qu'il y ait une temporalité. De toute façon, le problème, c'est qu'à force de parler de temporalité et de ne jamais démarrer, elle risque d'être éternelle, cette temporalité. Hein. Donc il faut vraiment maintenant qu'on entre dans le... Rien n'empêche de réfléchir aussi à des mesures complémentaires. C'est là où je disais, il y a une confusion. C'est pas parce qu'on parle de télétravail qu'on est contre l'autoroute A31, c'est complémentaire. Et j'ai été interviewé récemment par une excellente journaliste du Républicain Lorrain. La première chose qu'elle me dit par téléphone, elle dit « Ah, il paraît que ça ne va pas se faire, Pierre. » Quoi, la 31 ? Mais j'ai dit, où est-ce que vous sortez cette information-là? Mais c'est pas vrai. Je crois que l'autoroute A31, bis, je veux dire, elle doit se faire. C'est une obligation. C'est-à-dire que moi, ça serait un élément mais de casus belli vis-à-vis de l'État. On ne pourrait pas, nous, les élus, continuer à rester dans nos postes si on nous dit plus de la 31. Mais qu'est-ce qu'on va répondre tous les jours à nos frontaliers qui tous les jours vont aller travailler au Luxembourg? Qu'est-ce qu'on va dire aux chefs d'entreprise qui se développent et qui se développent sur ce territoire? Parce qu'on est au cœur de l'Europe, comme tu l'as dit, et il faut que les voies de communication soient les plus performantes. Le monde dit, c'est fini, mais ça c'est une responsabilité majeure de l'État. Je ne pense pas que l'État soit dans ses dispositions. Cette autoroute à 31, il faut la faire. Je pense qu'il y a un consensus au niveau du tracé, au niveau de la concession. Moi j'ai toujours dit, moi ça ne me gêne pas qu'il y ait une concession. J'ai toujours dit, ça ne me gêne pas qu'il y ait une concession, ça ne me gêne pas qu'il y ait un péage, à partir du moment où ce n'est pas porté en priorité par les frontaliers. Ça, c'est des accords qu'il doit y avoir avec les amis luxembourgeois, pour voir comment, au niveau des entreprises, ça se fait déjà chez PwC, dans le Big Four, comment, à un moment donné, l'entreprise participe aux frais de déplacement de l'employé. Moi, j'ai interviewé autour de moi beaucoup de gens de ma famille qui travaillent au Luxembourg et qui me disent, mais nous, s'il faut payer 1,50 € pour aller au Luxembourg et mettre 25 minutes au lieu de mettre 2 heures, on met tout de suite 1,50 €. Je crois qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, les gens prennent le train, ils réclament tous le train et payent tous des abonnements plus chers. Donc voilà, je crois que lorsqu'on travaille, il y a quelques jours, on est avec Jean Rotner, on a pris le train, c'était mercredi dernier, on a fait le trajet Metz-Luxembourg avec les frontaliers pour discuter avec les frontaliers, pour discuter avec des difficultés retrouvées, et tous nous disaient, nous, ce qu'on a besoin, c'est pas une aide financière. Ce qu'on a besoin, nous, c'est des parkings pour garer notre voiture, c'est du P+R, et puis c'est des cadencements nécessaires en termes ferroviaires, et puis en termes de circulation routière, du covoiturage. Alors il y a des entreprises comme dans le Big Four, je ne peux pas la citer, mais maintenant ils incitent au covoiturage, c'est-à-dire qu'ils disent aux gens, si vous venez à 4 dans une voiture, vous pouvez vous garer dans l'entreprise. Si vous venez chacun avec une voiture, vous ne pouvez pas vous garer. Ben, c'est tout ça, c'est des petites choses, des petites musiques qui sont là. Je pense que c'est au niveau des entreprises, je me tourne vers le président du 440, où là, il y aura aussi besoin des industriels pour qu'on puisse effectivement avancer sur cette mobilité. C'est-à-dire qu'il y a des incitations en termes de stationnement ou en termes éventuellement financiers, mais ça c'est à chacun d'entre nous de discuter de branche par branche. Mais c'est tout ça qui va faire que ce problème, qui pour moi n'est pas un problème insoluble, on a l'impression que c'est insoluble, le télétravail c'est pas insoluble.